Bienvenue sur Life Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Life Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute! Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de Life Story, j'ai invité une femme qui me ressemble un peu. Elle a connu les événements et la réalité du terrain, et un jour, elle s'est dit qu'il fallait que certaines choses changent. Alors elle s'est remontée les manches et elle y a été. Son combat à elle, c'est les freelances. Et donc je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui celle qui a été la première à fédérer une communauté de freelance sous le nom de Friandise. Bonjour Élise Pichon. Bonjour Agathe. Alors comme je l'ai un petit peu dit en introduction, rien ne te prédestinait à monter une boîte et à faire des RH pour placer des freelances dans les agences et puis chez les annonceurs également, comme tu le fais aujourd'hui avec Friandise. Et ton truc à la base, c'était plutôt la logistique, c'est ça ? Oui, alors la logistique, j'ai même mis un peu de temps à savoir que c'était la logistique. J'ai fait pas mal de routes et de chemins pour arriver à ce métier-là. Mais effectivement, j'ai démarré en stage dans une agence événementielle, vraiment le schéma classique. Je voulais faire du tourisme d'affaires, donc j'ai atterri un petit peu par hasard dans une agence d'événements pure et dure. D'accord. Et donc j'ai démarré par l'incentive, le réceptif, le voyage. Et puis après, à l'époque, on faisait plein de CDD avant qu'il y ait le boom des freelances. Et donc je suis passée d'un département à l'autre dans cette agence. D'accord. Donc j'ai fait du MICE, du corpo. J'ai fait des essais presse et... on est en 2009 et là, on me propose un CDI, donc en pleine crise, pour ceux qui s'en souviennent. C'est ça. Donc, on était là déjà. On était là déjà et en fait, du coup, un CDI, ça se refuse pas. Et en plus, c'est ce que je voulais à l'époque. C'était un peu le Graal, tout le monde voulait un CDI. Et donc, j'accepte et puis je me retrouve à faire des événements institutionnels. Bon c'était pas les événements les plus exaltants. Ouais. On n'a pas beaucoup de budget, voilà, c'est quand même le service public. Mais finalement, voilà, j'y trouve mon compte pendant un temps et puis... au bout de un temps qui fut finalement assez court, je tourne un peu en rond. Et puis moi qui avais enchaîné pas mal de missions assez différentes quand même globalement, finalement je me dis que CDI, je suis pas vraiment sûre que ce soit fait pour moi. D'accord. Et autour de moi, j'avais pas mal de freelance, des gens qui étaient à l'époque intermittents du spectacle. Alors c'était la fin de l'intermittence dans nos métiers, sur les métiers du projet de la logistique, mais... À l'époque, beaucoup d'intermittents et j'avais des amis intermittents qui me disaient « mais lance-toi en freelance ». C'est pas si mal. N'aie pas peur. Et puis finalement, c'est arrivé assez vite. Donc, j'ai posé ma démission et j'ai très rapidement cherché des missions. Enfin, j'ai préparé le terrain vraiment avant de me lancer. Je voulais être sûre d'avoir des missions après. Alors aujourd'hui, il y a plein de free qui n'ont aucun doute sur le fait de trouver des missions et qui lâchent un CDI et puis qui prennent 2 mois de vacances et qui reviennent après. Moi, j'avais plutôt peur et je suis plutôt un peu dans la stratégie et dans une vision rigoureuse et très claire de mon planning. Ouais. Donc, je partais pas sans avoir quelque chose derrière. Pas comme moi. Quand j'ai quitté mon CDI pour être en free, j'avais rien. Mais j'étais convaincue. Ouais, après, chacun, voilà, je pense que ça dépend aussi des tempéraments. Mais moi, je me disais, ça, c'est un projet. Tu te lances, donc il faut quand même que tu lances ton réseau, ouais. Tu te fasses connaître. Alors, comme j'avais fait plein de départements dans cette agence, finalement, j'avais rencontré plein de freelances différents. Donc, quand je me suis lancée, j'ai activé forcément ces freelances-là. Ouais. Et comme on est sur un système de cooptation, on est toujours d'ailleurs dans un système de cooptation dans le monde des free, en fait, ça a très vite fonctionné. D'autant qu'en logistique, et ça, je m'en étais pas rendu compte à l'époque, mais en logistique, c'est vrai que il n'y avait pas tant de monde que ça, et puis je parlais anglais, et puis j'avais quelques petits avantages d'avoir fait plein d'événements différents. Donc au final, j'ai tout de suite été un peu demandée, et donc très rapidement, j'ai pu faire... j'ai bossé pour Publicis, pour LDR, et puis très rapidement...
on m'appelle pour me proposer le Festival de Cannes. Moi qui étais passionnée de cinéma et qui était rentrée dans cette agence parce qu'elle, c'était Public System, hein, j'ai rien à cacher, mais donc j'étais rentrée dans cette agence parce que je voulais travailler sur le Festival de Deauville. Oui. J'y suis jamais arrivée. donc voilà, on me propose le Festival de Cannes. Bon, côté marque, mais pourquoi pas. C'est un petit peu la consécration, quoi. Donc quelques années en free et puis avec des super projets, effectivement. Donc au début, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que vraiment j'étais spécialiste en logistique, puisque j'étais chef de projet plutôt orienté voyage. D'accord, ça s'est affiné après. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était un métier, que c'était la direction logistique. Et donc, je suis passée d'assistante log à chargée de log, puis dirlog. Avec les années et grâce à des agences qui m'ont fait confiance dans la durée et qui m'ont permis d'évoluer tranquillement dans leurs équipes. D'accord. Et donc, du coup, tu es restée à peu près combien de temps freelance ? J'ai démarré en 2011 et l'idée de Friandise, elle est arrivée en 2013-2014. D'accord, donc assez vite quand même. Le fait d'être au contact de ça, tu t'es dit, il y a un truc à faire, il y a quelque chose qui ne marche pas. En fait, non, à la base, c'est un projet qui avait rien à voir. C'était, je voulais mettre à disposition des équipes de logistique. D'accord. Auprès des annonceurs. Ok. Donc, comme il y avait des boîtes de prod, je voulais faire une boîte de log. Ok. Et donc, ma société, à la base, ça devait être ça. Et donc, je m'étais dit, si tu vas monter un projet où il y a des freelances qui viennent t'aider, il faut que tu montes un petit formulaire. Et puis, bon, moi, j'ai fait mon premier site internet en 1999. Ça ne nous rajeunit pas, merci. J'ai fait des sites internet un peu toute ma vie, en fait. Quand j'étais à la fac, j'ai fait le premier site de mon BDE. J'ai créé des sites. D'accord, donc t'avais déjà ce côté un petit peu digital. Voilà, donc c'était pas un frein, tu vois. Je me suis très simplement dit, et puis alors en logistique, on fait des sites d'inscription tous les mois. Donc créer un formulaire d'inscription ou créer un formulaire où les freelances peuvent renseigner leur métier, pour moi, c'était la même chose. Donc ça m'a paru être en fait une sorte de bon sens, si tu veux, une sorte d'intuition finalement, que ça répondait à un besoin qui était identifié, puisqu'en fait, j'avais été effectivement des deux côtés de la barrière, puisque j'étais à la fois en agence, j'avais vu que au bout d'un moment, le fichier Excel des freelances, il n'y a plus personne. Puis ils ont tous déménagé, et puis ils ont tous changé de vie, et ça c'est pas nouveau. Et donc, quand on arrive au bout du fichier, on ne sait plus qui contacter. Et puis quand on est en free, du coup, je me suis rendu compte que moi, j'avais eu la chance d'avoir le réseau parce que je l'avais activé, parce que vraiment j'avais pris en main le dossier prospection vraiment dès le départ, mais que certains qui se lancent n'ont pas forcément les contacts et peuvent pas tout de suite arriver au Festival de Cannes au bout de 3 mois en fait. Voilà, donc ça marche quand on a de la chance, mais c'est vrai que si on veut provoquer un peu la chance, des fois il y a des outils en fait tout bêtes qui permettent finalement d'aller beaucoup plus vite. Et donc, pour moi, c'était du bon sens de créer ce petit formulaire tout simple. Et je l'ai testé, en fait. J'ai envoyé à quelques free qui m'ont dit que c'était une super idée. Alors, les retours étaient très positifs. Okay. On était dans une période où on commençait à chercher du travail via les réseaux sociaux. LinkedIn explosait. Les plateformes de freelance dans d'autres domaines explosaient aussi. Dans chaque domaine de free, il y avait des spécifiques, donc des plateformes spécifiques sur chaque métier. Donc le digital, bien sûr, les développeurs et tout, mais aussi sur d'autres métiers, des profils très artistiques, des profils, enfin voilà, tous les métiers étaient un peu concernés. Et puis, on commence à vraiment chercher du travail comme ça. Et puis, on est à une période où les freelances explosent. La micro-entreprise venait de se lancer, pas vraiment, mais ça avait un certain essor. Et donc, au niveau du timing, j'étais plutôt pas mal, quoi. Donc, ça venait répondre à un besoin qui était plus côté freelance, d'ailleurs, parce que les agences, elles n'avaient pas digitalisé ces process-là, en fait. Oui. Faire une plateforme digitale pour les RH, ça n'a pas été naturel tout de suite. Ça a été plus long. Ce qui fait que j'ai mis un peu plus de temps, en fait, à faire adhérer les clients, finalement, au digital et à recruter avec le digital, finalement, que les freelances qui ont tout de suite adhéré au système, quoi. Non, mais c'est marrant parce que ce que tu dis, c'est typiquement ce qu'on appelle le lean management dans les startups. C'est ce côté, voilà, je fais mon MVP, donc c'est un peu ton petit formulaire, tu as testé, et puis au fur et à mesure, les choses se sont décantées. Le formulaire est devenu un site, et puis au fur et à mesure, du coup, tu as rencontré ta cible freelance et agence. Du coup, ça a été une évidence pour toi de te dire, j'y vais,
je continue à fond. T'as jamais eu ce petit côté de te dire, mais est-ce que je suis la bonne personne pour porter ce projet-là? Est-ce que je vais vraiment y arriver? Tu t'es tout de suite dit, allez, faut que j'y aille, faut que je lance ça, faut que j'aille au bout. Alors, la légitimité, je pense que je l'avais. Alors, je faisais un peu partie de ces friches, on en connaît tous, qui adorent recommander les copains. Oui. Il y a toujours, non mais appelle un tel ou un tel, il va t'aider. Alors je faisais partie de ces gens-là déjà, donc j'avais ce truc-là. Et je l'avais déjà un peu testé en vrai quand j'étais en fixe. J'ai adoré mettre en relation les gens. J'ai toujours aimé ça en fait. Ça me fait plaisir de faire émerger des relations. Je me sentais légitime parce que je connaissais plein de métiers, je connaissais des freelances. Enfin, j'avais l'impression de maîtriser cette partie-là peut-être plus que d'autres. Quand on se lance, finalement, ce qu'on entend souvent, c'est que le matin, on est plein d'énergie et que le soir, on se demande pourquoi on continue. Mais ça, c'est normal, c'est l'entrepreneuriat. Donc, une fois qu'on sait que ça, c'est normal dans l'entrepreneuriat, ça permet de... Faut l'accepter. Faut l'accepter, mais finalement, une fois qu'on le sait, ça veut dire qu'après, quand on appréhende un nouveau projet... Finalement, on sait que c'est naturel finalement de ressentir cette émotion-là, mais que ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ça veut dire que ça va être long, mais qu'il faut persévérer. C'est un marathon. C'est un marathon. Et puis j'ai vraiment décidé de le faire pas en mode start-up. J'aurais pu aussi me dire je vais lever des fonds, etc. Je t'avouerai que j'ai essayé de l'incubation, mais comme j'étais toute seule, ça marchait pas. Comme j'avais pas de développeur associé, ça marchait pas. Enfin bon, je rentrais pas dans les clous. Et puis finalement, j'étais assez à l'aise avec le fait de faire une boîte qui connaissait une croissance plutôt organique. Oui. C'est-à-dire que on utilise les méthodes des startups, donc on teste effectivement, on fait des focus group, on améliore son produit en permanence, mais je réinvestissais tout ce que je gagnais quasiment, à l'exception de ce que je pouvais me verser comme salaire. Donc, parce que c'est vrai que ça aussi, ça a été hyper important. C'est vrai que j'ai un peu sauté cette étape-là. Mais le moment où j'ai pu faire la bascule, en fait, j'ai su que, puisque j'étais freelance et je montais Friandise en même temps, et au bout d'un moment, j'ai senti que je ne pouvais plus développer Friandise parce que j'avais mes missions freelance. Et que ça me bloquait finalement, et que j'avais suffisamment de revenus finalement pour faire la bascule, pour passer à 100% sur Friandise et abandonner complètement... cette carrière que j'avais adorée, mais voilà, j'ai tourné la page à ce moment-là. Et c'était pour moi aussi une question de stratégie, c'est-à-dire, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais c'est quoi les next steps, c'est quoi la roadmap ? Ouais, d'avoir une vision, de savoir où on va avant de prendre cette décision, de dire je lâche tout pour ce projet-là, quoi. C'est hyper important. Quand tu montes une boîte, c'est quoi l'objectif ? À 1 an, 2 ans, 3 ans, faut se projeter un minimum quand même. Et donc, je me suis pas lancée à la légère encore une fois. Il fallait que je sois sûre que je pouvais générer suffisamment de chiffre d'affaires pour me rémunérer, puisque j'avais des enfants, j'avais pas j'avais pas d'économie spécialement. Donc, il fallait vraiment que je sois sûre de moi. Et donc, j'ai vraiment été, encore une fois, c'est très organique. C'est une fois que tu peux le faire, tu y vas. Et tu mets pas la charrue avant les bœufs. Et tu procèdes étape par étape. Alors, c'est peut-être un peu plus long, j'avoue. Mais quelque part, ça correspondait aussi au temps de latence qu'il fallait pour faire émerger aussi la digitalisation. Quand on se lance sur un marché qui est nouveau, faut un petit peu de temps aussi pour que les choses se fassent, se mettent en place. Il y a un côté évangélisation quelque part du marché, de dire voilà, il y a ce nouveau processus qui existe, voilà comment on peut fonctionner. Et je pense qu'au niveau des agences, c'est un peu ce que tu as fait pendant une période. Déjà, les agences, elles recrutaient à peine des CDI avec des cabinets de recrutement. Donc, quand moi, j'arrive en disant « je vous faites appel à un intermédiaire pour recruter des freelances », ils m'ont dit « mais ça va pas la tête, on n'a pas besoin de toi ». Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur un marché hyper naissant. Et c'est vrai que c'est parce que Friandise est né qu'ils se sont posé cette question-là et ils se sont dit tiens, on va plutôt faire appel à un intermédiaire pour recruter. Parce que effectivement, la demande était forte. Il y a quand même un marché... Il y a beaucoup d'offres et finalement pas beaucoup de freelance très qualifiés. Donc moi, mon positionnement, c'était d'aller vraiment chercher le freelance qui correspond vraiment à 100% à la mission. C'est ça, la fameuse Dream Team. Exactement. Du coup, si on fait un petit point à aujourd'hui, donc Friandise, donc ça date de 2014. Désormais, tu places des freelances chez l'annonceur et dans de nombreuses agences. Et ta plateforme compte aujourd'hui plus de 3500 freelances. Et du coup, je crois, du chef de projet jusque tout ce qui est métier artistique aussi, DA et autres. Moi, j'ai envie de le dire parce que je trouve que c'est une belle réussite et ça fait plaisir aussi de voir des nanas qui se lancent et qui s'en sortent bien. C'est chouette. Donc, bravo, Élise. Bon, t'es pas mal non plus dans le style, hein. Non, mais c'est pour ça que je disais qu'on se ressemble, c'est parce qu'on a un parcours un peu similaire dans notre vision de développer une boîte, trouver une idée, répondre à un besoin.
voilà, c'est vrai que par rapport au lancement de Comity, au moteur de recherche, tout à l'heure, tu parlais de trouver le bon freelance. Moi, j'avais communiqué au début sur tu connais pas un bon prestat. C'est un peu ces coups de fil-là qu'on avait aussi, donc tu connais pas un bon free. Exactement. Donc c'est pour ça que c'était cohérent. Nos deux parcours sont assez similaires de ce point de vue-là. Moi, j'avais envie aussi de t'entendre aujourd'hui sur un peu sur les prochains défis liés au recrutement, parce que la filière est un peu en souffrance aujourd'hui sur cette question-là. Mais avant ça, ça m'intéresserait de savoir un peu tes recommandations, parce qu'aujourd'hui, voilà, le sujet RH et le sujet recrutement freelance, c'est quelque chose qui est ton quotidien. Donc, comme tu es une experte sur ce sujet-là, j'aimerais savoir c'est quoi tes recommandations pour monter cette fameuse Dream Team pour son événement. Parce que je sais qu'en événement, on aime toujours que le plan se déroule sans accroc. Mais c'est vrai que par expérience, je dirais surtout que ce qui va faire la différence, c'est surtout la capacité de l'équipe à tout bien préparer en amont et au final à gérer les imprévus aussi en amont et sur place. Oui, alors moi je suis toujours mitigée sur le fait de trop préparer. Je pense que quand on a des équipes ultra qualifiées, on peut gérer aussi un tout petit peu d'imprévus et moins préparer. Enfin, il y a des fois, on a vraiment, on va très très loin quand même. Des fois, dans l'anticipation. On est dans le détail. Voilà, dans la logistique, par exemple, il y a des fois, on a considéré des participants d'une convention comme des influenceurs du luxe. Des fois, tellement on allait loin dans l'approche. Donc, il y a des fois, peut-être, on peut éviter d'aller aussi loin et pour épargner les équipes aussi. Parce que plus on est exigeant sur chaque dossier, plus on va être exigeant en termes de temps passé. Et c'est vrai que pour moi, effectivement, il faut bien préparer, mais il faut préparer dans les meilleures conditions. Alors j'aime bien la métaphore de la randonnée parce que c'est quoi un bel événement ? C'est quand l'événement lui-même, le jour J, est fantastique. Oui, ça fait partie. Mais qu'est-ce qui se passe quand la préparation a été chaotique ? Quand je pars en randonnée, mais que j'ai pas les bonnes chaussures et que j'ai des ampoules et que j'ai pas la bonne tente et que la personne qui me guide sait pas où elle va, je pense qu'il y a effectivement une bonne préparation, mais aussi attacher un soin particulier aux équipes et à ce qu'on va mettre en place pendant le chemin. Parce que si le chemin est beau, la fin sera l'apothéose, on va dire. Mais si le chemin est douloureux, finalement, l'événement, il va avoir un goût amer pour les équipes. Et je pense qu'on fait ce métier par goût de l'aventure et du challenge, oui, mais aussi voilà, que comme tu dis, que tout se déroule sans accroc. Et pour ça, il faut mettre des gens expérimentés, en fait. Et plus on aura des gens expérimentés dans l'équipe, plus simple ce sera, quoi. En fait, il y a aussi ce côté collectif qui est important à créer autour du projet, au final. Un collectif, effectivement, c'est chacun à sa place, chacun est autonome, chacun peut donner le meilleur de lui-même. Et effectivement, chacun est expert dans son domaine et donc hyper légitime. C'est pour ça que chez Friandise, nous, on aime bien placer des gens qui non seulement vont avoir effectivement les compétences plutôt, mais aussi l'expérience. Oui. Pour nous, c'est super important de mettre sur un défilé quelqu'un qui a déjà fait des défilés parce que, tout simplement, on a beau faire de l'événementiel, on ne sait pas tout faire. Quand tu as une rage de dents, tu ne vas pas chez un médecin généraliste, tu vas aller voir un dentiste parce que tu sais que c'est lui qui va mieux te soigner. Et en fait, pour les freelances, c'est pareil. Quand on a besoin d'une compétence spécifique, il vaut mieux aller chercher une personne qui a cette compétence spécifique. Oui. On gagne du temps. Pour les freelances, on gagne en légitimité parce que moi, si demain je monte un salon et que je montre à mon client que mes équipes, elles ont déjà fait du salon, que ça va vite, et en fait, on gagne du temps pour les équipes, on gagne de la légitimité vis-à-vis du client, on gagne en sérénité. C'est hyper valorisant pour l'agence, finalement, d'avoir des équipes très qualifiées et qui sont expérimentées dans le domaine spécifique du projet. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a effectivement un collectif. Et puis, ce qui est important aussi, il y a le savoir-faire, mais il y a le savoir-être aussi. Tout à fait, ouais. Le savoir-être, c'est comment on se comporte. Et alors, c'est comment on se comporte dans une équipe. Il y a des leaders, il y a des suiveurs, il y a des gens qui vont booster, il y a des ambianceurs. Voilà, j'aime bien aussi comparer une équipe à une expédition en chien de traîneau. Ça se prépare comme ça, les chiens de traîneau. À l'avant, il y a un leader. À l'arrière, il y a ceux qui poussent. Au milieu, il y a les opérationnels qui courent et qui donnent une énergie au groupe. Et en fait, c'est la même chose quand on monte une équipe. Il faut mettre les différentes sensibilités quand on peut le faire. Attention, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps d'organiser tout ça en amont. Bien sûr. Mais quand on monte une équipe, c'est bien d'avoir
Pour ceux qui connaissent un peu le football, Adil Rami qui va être là pour motiver les équipes. Alors, Adil Rami, à la Coupe du Monde, il a pas forcément lui qui mettra les buts. Il a pas joué, par exemple. Mais par contre, dans les vestiaires, il a boosté son équipe, il a ambiancé, il était là, en fait, pour donner une chose que les autres n'avaient pas le temps de gérer. Et finalement, c'est ça, il faut quand même avoir des profils complémentaires dans un projet. La personne qui va être hyper créative, la personne qui va booster la personne qui est hyper créative, parce que la personne créative, elle est souvent en dépression. Donc en fait, voilà, il faut créer une équipe qui travaille main dans la main. Et c'est vrai que ça, c'est important de le calibrer dès le départ. Donc moi, si demain, j'organise un événement, c'est quoi les choses à faire et à ne pas faire quand je vais recruter cette fameuse Dream Team ? Alors ça reprend ce que je viens de raconter, mais c'est vraiment ne pas prendre le premier freelance qui est disponible sous prétexte qu'il est disponible et que ça va me faire gagner du temps. C'est la fausse bonne idée, ça. C'est la fausse bonne idée, voilà. C'est plutôt aller chercher quelqu'un qui a déjà l'expérience. Moi, je me souviens d'un gros salon qui s'est créé la première année. Elle était chaotique parce qu'ils ont pris que des gens qui venaient du corpo, qui n'avaient jamais fait vraiment de salon, donc ils ne connaissaient pas les codes. Et puis finalement, ça a été l'enfer la première année. Ils voulaient pas remplir la deuxième. Et puis en fait, la deuxième, ils se sont dit, tiens, comme on sait faire déjà, c'est drôle, mais on a gagné plein de temps. Mais c'est l'expérience, en fait. La deuxième édition est toujours plus facile à faire parce qu'on a l'expérience de la précédente. Donc ça marche aussi quand on va chercher des gens qui ont déjà fait du salon, par exemple, pour monter cette équipe. Moi, je trouve que c'est aussi l'avantage des freelances, c'est apporter ce côté expert. En fait, la couche d'expertise qui va peut-être venir compléter une équipe et apporter une vision et un savoir-faire spécifique et qui va justement, pour l'agence ou pour l'annonceur, pouvoir aider très spécifiquement sur un point du projet, quoi. Exactement. Et on ne s'arrête pas, encore une fois, à la compétence. C'est un DIRPROD, oui, mais un DIRPROD de salon, de défilé, c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde, vraiment. Donc c'est important de faire attention à ça. Les 12, c'est rencontrer les gens en vrai ou en visio, à minima. Les entretiens téléphoniques, vraiment creuser. En fait, il y a des fois, on appelle un freelance, on va donner ton nom. Est-ce que tu es disponible ? Oui, allez, tu démarres demain. Mais la personne n'a même pas creusé de savoir si la personne, elle était compétente. Ça, c'est peut-être des pratiques... Et est-ce qu'humainement, ça fit aussi ? Et en plus, voir la personne en vrai, ça permet de piège de... en fait, en vrai, ça ne matche pas, quoi. C'est une question aussi de feeling. Dans les deux sens. Les relations. Dans les deux sens, complètement. Donc moi, je préconise vraiment de rencontrer les gens. Ça permet vraiment de mesurer, effectivement, ce savoir-être qui est si important. Il y a une autre chose à faire et franchement que je recommande, c'est de monter des projets comme un collectif. C'est-à-dire que le leadership est un peu écrasé. Chacun a en charge sa partie en autonomie. Et le leader du projet va beaucoup s'appuyer sur les équipes, peut-être un peu plus pour... leur demander des conseils, leur dire, les impliquer en fait dans la création du projet. C'est très valorisant pour les équipes et ça permet au chef de projet ou à la personne qui est en lead sur le projet de dépressuriser en fait. C'est-à-dire de ne plus avoir autant de pression sur ses épaules et de diluer en fait le niveau de stress à toutes les équipes. Alors l'idée c'est pas de les abreuver de stress, mais en fait c'est vrai qu'on porte souvent des gros projets sur ses épaules et si on délègue un tout petit peu plus que prévu, et en fait, le projet à chacune des parties prenantes, en fait, on gagne en sérénité aussi soi-même. Et le collectif a beaucoup à apporter au projet en général. Il y a des choses très positives qui ressortent quand on interroge juste ces équipes. Mais c'est vrai que même si aujourd'hui, il y a quand même une tendance au télétravail, que les freelances ne sont pas forcément dans les bureaux, je pense que c'est important comme ça de créer des moments collectifs, des moments d'échange justement pour entretenir ce partage-là au fur et à mesure du temps, du projet. Et je pense que ça aide aussi à gérer le stress de se dire je suis pas tout seul chez moi sur ma thématique et sur ma problématique, quoi. C'est vrai que là, le télétravail, la question du télétravail, elle est quand même un petit peu compliquée pour la gestion de projets événementiels. C'est des projets qui sont quand même très complexes.
Donc, quand tout le monde est éparpillé, c'est vrai que on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les équipes. Oui. Le mieux, c'est quand même que les gens se retrouvent une fois de temps en temps. Un peu de télétravail, c'est bien, mais bon, quand même un minimum ensemble. Il n'y a pas à dire, on travaille quand même mieux quand on est tous ensemble. Enfin, c'est plus réactif. Même si tout seul, on travaille très très vite. Mais il y a des fois, pour débloquer des situations, c'est quand même mieux que les équipes soient de ensemble. Se parler, de se voir, d'interagir effectivement, et puis de permettre aussi de profiter des expertises des uns et des autres, de dire tiens, tu connais pas quelqu'un qui sait ça, Exactement. t'as pas déjà vu cette problématique, comment on fait. Puis c'est dur quand on est seul dans son bureau, quoi, à gérer un problème et tout, de pas avoir quelqu'un à côté qui nous dit ça va aller, t'inquiète, on va trouver une solution, est-ce que tu as essayé ça ou ça. C'est rompre la solitude aussi. Alors elle est très valable pour les entrepreneurs, hein, on en a parlé souvent, mais c'est vrai que la solitude de l'entrepreneur, c'est aussi le fait d'être seul face à son destin, quoi. Et donc quand on est en télétravail, c'est un petit peu le problème aussi. C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions si on est en groupe, mais est-ce que le WhatsApp ça suffit ça, non, mais je suis d'accord avec l'idée. Quelque part, un événement, c'est un peu une entreprise. On entreprend quelque chose du début à la fin. On doit monter un collectif, on doit monter une équipe, et tout le monde doit servir la réussite de ce projet-là. Donc, on est un peu dans ce même c'est une entreprise. Moi, je suis assez convaincue. D'ailleurs, chaque fois, c'est une mini-entreprise qu'on monte. On a un budget qu'on ne doit pas dépasser, une marge qu'on doit générer pour vivre et faire vivre les équipes, mettre des équipes, mais en même temps aussi savoir ce qu'on doit faire dans le projet. Par exemple, bien calibrer dès le départ, moi aussi dans les do et don't de l'événementiel, je dirais ça aussi. C'est-à-dire bien calibrer dès le départ quelles missions vont m'être confiées, mettre des lignes de temps passé en face. Et si le client dit et rajoute, comme c'est souvent le cas, des choses, dire ça, c'était pas prévu au devis, voici la ligne supplémentaire, est-ce que vous acceptez ou pas ? Si vous acceptez, avec plaisir. Si vous acceptez pas, ça veut dire qu'il va falloir que vos équipes le fassent. C'est souvent un très bon argument, ça, pour vendre du temps passé. Si vous voulez que vos équipes le fassent, il n'y a pas de souci. Mais sachez que cette ligne-là, nous ne la ferons pas. Et ça permet aussi de faire relativiser le client, qui dira finalement, non, c'est peut-être pas utile. Finalement, s'il faut le payer, peut-être que c'est quelque chose de voilà, on va faire autrement. On va se débrouiller, on va trouver d'autres solutions. Et ça, c'est aussi une autre petite méthodo à appliquer pour que les équipes soient pas rincées parce qu'on les charge la mule parce qu'on n'a pas osé dire non aux clients. Oui, je sais que c'est une question qui coince souvent, cette question budgétaire, cette question du temps passé. Moi, je trouve que valoriser du temps passé, c'est valoriser justement le travail de ces équipes, et c'est hyper important. Mais c'est vrai que malheureusement, notre filière événementielle, elle a eu un peu de mal à mettre ça en place, alors que dans d'autres métiers comme la publicité, le travail créatif, le temps passé, il est ultra valorisé. Et nous, c'est assez marrant parce que moi, j'ai fait beaucoup de prod, donc beaucoup de budget. Et quand je vois des budgets passer sur des gros projets avec 5 jours de chef de projet, je dis mais c'est impossible. Oui, mais bon, c'est vendu comme ça. Et du coup, je dis oui, mais c'est pas réaliste. Et du coup, on se confronte un peu au final au fait de dire ah bah oui, mais la dernière fois, j'ai payé 5 jours de chef de projet. Maintenant, vous m'en demandez 10. Oui, mais en vrai, il en passe 15. Donc, c'est mal habitué le client, en fait. C'est ça. Le problème de l'événementiel, c'est qu'il s'est construit sur des modèles qui étaient inspirés des boîtes de pub, mais en même temps des boîtes de prod où, en fait, on faisait un markup entre les deux. On faisait un markup sur les prestations. Bien sûr. Qui permettait d'absorber du temps passé. Sauf que au fur et à mesure, les clients, ils ont pris les prestations. Et donc, en fait, la marge, elle disparaissait. Puisqu'en fait, quand le client prenait en direct, finalement, si tu n'avais pas vendu du temps passé et expliqué à ton client que pour gérer un dossier comme ça, c'est du temps passé, finalement, il y avait un problème, en fait. Et quand il a fallu venir vendre du temps passé aux clients, tout d'un coup, les clients ont dit « Non, mais vous faisiez comment avant, en fait? Il n'y avait pas de temps passé. Vous voyez, vous le faisiez bien en 5 jours, madame. » C'est la mais en difficulté. fait, c'est-à-dire que, ouais. C'est la difficulté, sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on va attendre majoritairement d'un accompagnement, donc agence ou expert, c'est le travail créatif, c'est le conseil, c'est l'accompagnement. Et donc, forcément, ça se paye. Et c'est là où il faut arriver à retomber un peu sur ses pieds et sur la valorisation du temps passé et de la qualité du travail des équipes aussi en face, parce qu'on sait que voilà, il y a du stress, on en parle, mais voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et c'est ça qu'il faut valoriser, la créa et l'accompagnement, quoi. Après, moi, j'ai des agences qui me disaient que les clients n'étaient pas prêts à ça. Alors, c'est bizarre parce que moi, quand je place des freelances chez l'annonceur,
la question de payer le temps qui est produit, elle se pose même pas en fait. C'est-à-dire que si le freelance travaille une journée, il est payé cette journée. Et alors c'est pour ça que je pense que c'est aussi pas mal une question de pédagogie et de reposer les bases en fait. Bien sûr. De voilà, nous l'événementiel c'est ça. À la limite, faudrait vendre que du temps passé presque. C'est-à-dire arriver avec un nouveau modèle économique qui s'apparenterait presque à du collectif, mais ce qui est en fait déjà le cas. En fait, il y a plein de petites agences qui sont juste une personne avec des collectifs de freelance. C'est pas nouveau en fait en soi. Non, c'est un modèle qui existe. C'est un modèle qui existe. Et arriver et poser les bases de voilà, nous, pour faire ce projet, il nous faut X jours. Voici notre prévisionnel de temps passé sur la base de ce que nous avons vendu à date. Si vous voulez qu'on prenne les prestations en charge, c'est OK, mais il y a un markup de X%. D'être très clair dès le départ. Si vous souhaitez le prendre en direct, très bien. Mais voilà, au moins, le temps passé, il est vendu et c'est très clair. Et si on peut se faire un markup sur les prestations, c'est du bonus, mais il faut que ce soit un bonus, vraiment. Oui. Je pense que ce serait pas mal de se poser au moins sur le modèle économique des agences d'événements et de se poser les vraies questions aujourd'hui. Oui. Et puis ça pourrait résoudre aussi les problèmes de surmenage, puisque si on arrive à vendre les équipes au réel, on peut recruter des freelances. On peut recruter des équipes qui viendront soulager nos équipes internes. Donc je pense que c'est du gagnant-gagnant. À la fois, notre projet, il va être sain, et à la fois, les équipes, elles vont être... elles vont mener à bien le projet en toute sérénité, on va dire. Tout à fait. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, vous avez pris des notes, parce que Élise nous a livré beaucoup de bons conseils. Moi, je voulais faire un point avec toi parce qu'aujourd'hui, on sait que les talents dans l'événementiel deviennent une ressource qui se raréfie quand même. Donc voilà, ça veut dire que vous qui nous écoutez, prenez soin de vos freelances et de vos équipes déjà. Par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur la fuite des freelances un peu à la campagne avec effectivement la crise Covid, où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là à l'aube des grands événements qui arrivent, dont Paris 2024, dont on parle beaucoup? Alors Paris 2024 et déjà la Coupe du Monde de rugby cette année en 2023. Oui. Déjà ça va être une petite phase de test, ça va être sympa. La Coupe du Monde de rugby, ça va nous permettre de vraiment anticiper 2024. Alors Paris 2024 va prendre beaucoup de ressources événementielles sportifs. Il y a plein de freelances qui font de l'événementiel sportif et qui sont spécialisés là-dedans. Ouais. Et dans les grandes compétitions internationales, comme je disais tout à l'heure, il faut faire appel aux spécialistes. Et donc il y a d'abord tous ces freelances-là qui vont être bookés, qui ont l'habitude de travailler sur tous les grandes compétitions sportives, donc ils seront vraiment les plus à même finalement vraiment d'organiser ces événements-là. Et il y a effectivement toute une partie de freelances qui font du corpo et qui ont envie aussi de faire partie plus de l'événement, de cet événement majeur. Bien sûr. Moi, je suis assez, je pondère assez ça pour deux raisons. C'est qu'il va falloir travailler toute l'année et que les JO c'est pendant les vacances d'été et que ça veut dire pas partir en vacances, puisqu'en fait il y a les JO et les JO paralympiques qui courent jusqu'à septembre. Et pour tous ceux qui sont partis en région, le problème c'est qu'on m'a soumis cette problématique-là que je trouve intéressante, c'est qu'il va falloir des gens à Paris. Et parce qu'il va y avoir une grosse problématique d'hébergement. Donc, à moins d'avoir une solution de repli dans la famille ou chez des amis pendant 3-4 mois, retourner chez papa-maman ou squatter sur le canapé des copains. Donc, voilà, ça va être aussi une problématique, l'hébergement. Donc est-ce qu'on a bien anticipé? Est-ce que ceux qui sont partis et qui pensaient être sur les JO ont bien anticipé ça? Je ne sais pas. En tout cas, il faut qu'ils se posent la question tout de suite, je pense. Parce que l'hébergement va être une vraie question pendant les JO, sur le nombre de staff qu'il va falloir accueillir. Voilà, on prendra surtout en priorité les gens qui sont sur place, même si très clairement, ça ne sera pas suffisant. Alors c'est drôle parce que j'ai parlé avec quelqu'un qui a fait plusieurs compétitions de type JO, qui m'a dit que en fait, après les JO, on allait avoir... plein de bébés, une sorte de baby boom de gens de l'événementiel, parce qu'en fait, ça crée des vocations. Comme ça, on a créé en Australie, comme ça, on a créé donc à Sydney, à Londres, à chaque fois. Si tu veux, ça fait naître des vocations, ce qui fait qu'après, il y a vraiment une sorte de culture de l'événementiel qui apparaît, alors sportif, mais ça va être des gens qu'on va pouvoir ensuite peut-être récupérer dans le corpo.
Voilà, et après, c'est des gens qui passent d'un JO, enfin des JO à l'autre et qui suivent en fait chaque fois les JO suivants. D'accord, il y a des profils spécifiques. Exactement, ouais, il y a vraiment des gens qui sont ultra spécialisés, comme dans tous les métiers de l'événementiel, encore une fois, qui sont spécialisés dans la gestion des Jeux Olympiques. Alors du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle si on a un baby-boom d'événementiel juste après les JO, mais ça soulève quand même le problème qu'aujourd'hui, donc, il y a une raréfaction des profils experts parce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire effectivement la crise Covid et autres. Et en même temps, on peine aussi à faire arriver des nouveaux profils juniors dans la filière. Où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? Alors, les JO va faire rentrer plein de juniors, je pense, justement, dans cette filière. Mais avant ça, il y a quand même 2023 et les JO à produire. Et tout ce qui va être des événements corpo classiques, on va dire. Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on soit tous des ambassadeurs, c'est ce que je dis à chaque fois, et qu'on prêche un peu la bonne parole un peu partout. Et donc, moi, ce que je fais, c'est qu'effectivement, j'essaye d'aller dans les écoles de communication et de parler, d'évangéliser un peu autour des métiers de l'événementiel et d'attirer les jeunes sur ces métiers-là, principalement, et de leur montrer que c'est vraiment une filière d'avenir. Voilà, on peut leur donner envie avec Paris 2024, ça mange pas de bain, et puis en fait les récupérer pour faire d'autres missions qui sont tout aussi épanouissantes. Tout à fait. Alors du coup, si tu devais donner envie à des étudiants qui nous écoutent de se lancer dans ce métier, tu leur dirais quoi ? Il y a énormément d'avantages en fait à ce métier, vivre des émotions incroyables, rencontrer des gens tout aussi fous et passionnés que nous. Je pense que ça c'est vraiment créer des moments forts, créer des amis pour la vie. Enfin, je pense que toi comme moi, demain, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans et qu'on a connu sur une OP où on est resté un mois tous ensemble au Maroc ou n'importe où dans le monde. Je pense qu'on se tombe dans les bras et il y a un lien qui est créé, qui est presque indéfectible, quoi. Enfin, c'est vraiment très fort, en fait, ce qui se passe, on part souvent sur des événements longtemps, donc en fait c'est vraiment comme des petits séminaires, quoi, où on se retrouve, on crée des liens. Petite colonie de vacances. Il y a un petit côté colonie de vacances. On va pas se mentir, il y a quand même des mariages qui se font. Voilà, c'est vrai, plein de choses. Il se passe plein de choses. Donc voilà, c'est des émotions super fortes. Je te disais tout à l'heure que ça m'avait permis. J'étais passionnée de cinéma et ça m'a permis en très peu de temps finalement d'accéder au Festival de Cannes. Alors je raconte toujours la blague, mais quand tu te retrouves au Martinez et que tu vois passer Pedro Almodovar et Woody Allen et que tu prends l'ascenseur avec Emir Kusturica, t'as beau pas faire le Festival de Cannes de l'intérieur, tu te dis que c'est bon, tu peux rayer ça de ta life list. C'est ça. C'est quelque chose. C'est fait, c'est bon. Mais c'est vrai. Et donc, c'est vrai que ça permet de vivre des moments incroyables. Alors, ça changera pas ta vie d'avoir vu Woody Allen en vrai. C'est souvent ce qu'on dit. Mais ça crée des souvenirs. On vit des choses assez incroyables. Quand on vient de n'importe où, en fait, on peut vivre ce genre de choses-là grâce à l'événementiel. On n'a pas besoin d'avoir des parents qui ont fait ça, d'avoir fait des grandes études ou tout ça. Moi, j'ai fait l'université, encore une fois. Donc, c'est peut-être une autre génération, mais je pense qu'on peut y arriver d'où qu'on vienne. Et ça, c'est vraiment un tremplin social, vraiment, qui permet d'aller très loin, très vite, en fait. C'est vrai. Et c'est aussi toi et moi on le sait, mais c'est aussi une super formation pour faire de l'entrepreneuriat. Aussi, tout à fait. Parce qu'en fait, on a gestion de projet, gestion de budget, réseau de compétences qui doivent faire que le projet est mené à bien dans les meilleures conditions, communication digitale. En fait, on papillonne un peu sur tous ces secteurs-là, ce qui fait que quand on doit monter sa boîte, il y a des choses qui nous semblent évidentes. Donc, je trouve que, et j'en vois beaucoup, finalement, des gens qui finalement montent des boîtes, des freelances et d'autres personnes qui, en fait, ont des super compétences pour aller faire finalement à peu près n'importe quoi. Parce que quand on est capable de monter des projets comme ça, c'est vrai que c'est assez simple d'être chef de projet sur n'importe quel projet, finalement. On touche à tout et c'est vrai que voilà, ça crée aussi des occasions assez incroyables. Moi, je vais partager un petit souvenir perso parce qu'on parlait d'événements sportifs. Et du coup, donc, je ne suis pas une grande joueuse de foot. Je regarde, mais pas plus que ça. Et je me suis retrouvée, en fait, on travaillait pour Nike à l'époque. Et ils ont lancé le maillot de la marinière. Et l'agence pour laquelle je travaillais avait eu l'idée de déployer, en ouverture d'un match de l'équipe de France au Stade de France, un drapeau
présentant la marinière. Et bien sûr, ce drapeau faisait la taille du terrain, parce qu'on voit les choses en grand. Et du coup, moi, je me suis retrouvée avec une armée je ne sais plus combien on était, mais on était plusieurs centaines de bénévoles à traverser le terrain en courant pour déployer ce drapeau au moment où il y avait 80 000 spectateurs. On était au moment des hymnes. Et donc, qu'on a tous ces gens-là qui sont autour, qui sont en train de chanter la Marseillaise. Du coup, ça marque, quoi. Ça crée un truc qui est assez incroyable. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, j'ai plein de souvenirs assez fous et plein d'émotions, au-delà de tous les projets très corpos que j'ai pu faire, au-delà des budgets, des projets. Voilà, on touche à tout et en même temps, il y a un facteur humain, il y a un facteur émotion qui est vraiment hyper fort, je trouve. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous engager. L'événementiel recrute. L'événementiel recrute, c'est ça. Venez faire de l'événementiel. Oui, et puis alors, juste aussi, pour les gens qui aiment voyager, c'est vrai que moi, j'ai fait des événements j'ai fait Bangkok, j'ai fait New York, j'ai fait le Maroc, et je pense que c'est aussi des opportunités comme ça, uniques, qu'on t'envoie n'importe où dans le monde. Si tu as vraiment envie de voyager, si tu parles un peu bien l'anglais, en fait, tu peux faire des choses incroyables. C'est aussi, pour moi, une des choses qui a été les plus importantes pour moi, c'est le fait de pouvoir voyager, découvrir le monde à travers des événements où t'étais tout frais payé. C'est pas mal. Hôtel, avion, et puis tu restes 2-3 jours, tout le monde l'a fait. En plus, à ta charge, et finalement, c'est vraiment le bonheur, quoi. Même à Paris, on travaille dans des endroits assez incroyables. Enfin, voilà, c'est des conditions aussi, on accède à des lieux un peu privés. Enfin, ça, c'est assez fou. Moi, mon premier stage, c'était, j'ai fait des événements au Louvre, au musée d'Orsay, à la Tour Eiffel. Et quand je suis rentrée en stage, je savais même pas où était le 8e arrondissement. Tu vois. On apprend vite sur le terrain. On apprend vite. Mais finalement, c'est vrai qu'on arrive très vite à faire des choses incroyables, quoi. Et du coup, si justement, quand on réfléchit au fait de se mettre en freelance, parce que ce qu'on comprend, c'est que c'est hyper enrichissant, on touche à plein de choses, on travaille avec plein d'équipes différentes. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui a envie de se lancer en freelance ? Alors, toujours la prudence, mais vraiment préparer le terrain, faire une roadmap. Savoir, en fait, quand on se lance en freelance, on lance une entreprise. Souvent, d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne sont pas micro-entrepreneurs, très rapidement, c'est vraiment des statuts d'entrepreneuriat pur et dur. Donc, quand on monte une entreprise, on est censé connaître son marché, connaître ses clients, savoir quel est mon produit. Mon produit, c'est moi-même, c'est mon temps passé. Savoir vendre son produit, savoir structurer son entreprise. Donc, ça veut dire faire vraiment un gros travail en amont avant de se lancer. Ouais. Alors, inutile, je vois beaucoup de free lancer des sites internet. Je pense que c'est peut-être superflu, créer vraiment comme si c'était des agences. Moi aussi, je l'ai fait. Mais très franchement, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Un bon portfolio, avec les prods qu'on a pu faire, les projets sur lesquels on a été avec des photos, c'est hyper important qu'on soit chef de projet, prod, log, n'importe quel. Alors bien sûr les créas, mais le projet aussi. Ça marche mieux que finalement, et c'est plus simple à gérer qu'un site internet qui est jamais mis à jour. Voilà, il faut savoir communiquer, il faut vraiment anticiper tout ça. Aujourd'hui, il y a plein de bouquins qui sont sur comment se lancer en freelance. Enfin, je veux dire, nous, quand on s'est lancé, c'était pas aussi démocratisé, donc c'est vrai qu'on faisait un petit peu tout au doigt mouillé. Là, maintenant, il y a plein de livres qui existent, il y a plein de podcasts. Alors, il y a Tribu Indé, il y a, enfin, je veux dire, il y en a plein, Young, Wild and Freelance, les cafés freelance. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. Et pour la structuration de son entreprise, il n'y a pas photo, il faut aller voir un comptable. Et c'est lui qui va vous expliquer, qui va prendre votre cas particulier, personnel, et qui va vous dire quel est le statut qui vous correspond le mieux. Il y a des free qui m'appellent pour me dire oui, tu pourrais me dire qu'est-ce que je dois choisir comme statut. Je sais pas, je peux te conseiller, mais je pense qu'un comptable, un bon comptable, ça par contre, ça va pouvoir t'aider. Et bien sûr, ça c'est ma petite reco perso, ne pas rester trop longtemps auto-entrepreneur, se servir de la micro-entreprise vraiment pour tester son activité et pas de façon pérenne. C'est un statut qui est très très précaire. On parle de retraite beaucoup en ce moment. Vous avez remarqué qu'on parle pas beaucoup des indépendants. Et pour cause, ils cotisent pas grand-chose et en micro-entreprise, je pense que c'est le pire.
Donc vraiment, vraiment pas conserver ce statut-là, à moins d'avoir des backups pour l'avenir. Et vraiment, encore une fois, voir long, voir loin, anticiper, et pour éviter toutes les surprises. Donc, est-ce que freelance, tu dirais que c'est une bonne ou une mauvaise situation ? Je dirais pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise situation. Je dirais que c'est avant tout une histoire de rencontre. Et oui, c'est ça. Non, effectivement. Alors, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est drôle parce que avant, les gens, ils rentraient en CDI dans une boîte et ils y restaient toute leur vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On change tous les 2-3 ans quand on est en CDI, et on a cette possibilité de tester son activité en freelance. Moi, je suis assez persuadée que les gens qui se lancent en free le resteront pas toute leur vie. C'est pas des carrières comme les intermittents du spectacle à une époque qui faisaient ça jusqu'à la retraite. D'ailleurs, des freelances qui partent à la retraite, j'en vois très peu. J'ai fait très peu de pots de départ à la retraite, donc j'attends d'ailleurs. Mais je pense que c'est vraiment une phase. Ça peut être une phase longue. Ça peut correspondre à un moment de sa vie, par exemple, quand on a des enfants. C'est plus simple d'être en freelance. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil pour les agences, se poser la question de pourquoi les femmes se lancent en free, parce que c'est plus simple à gérer. Enfin, ça pose une question qui est intéressante. On a le droit de tâtonner, de ne pas savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Et puis finalement, ça peut être un tremplin vers l'entrepreneuriat. Donc, c'est une mauvaise situation. C'est une mauvaise situation si vous n'arrivez plus à en vivre. Là, il faut vraiment se poser la question. Et j'en vois quand même pas mal qui grattent beaucoup à la porte. Ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de missions par eux-mêmes, ou alors qu'ils ne prospectent pas. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas le bon statut. Et qu'il faut se poser la question de qu'est-ce qui serait plus adapté à ma situation. Et est-ce que je suis vraiment fait pour être freelance ? Parce que ça ne correspond pas à tous les tempéraments. Tout à fait. Être freelance, ça veut dire être bonne patte, ça veut dire être hyper agile, conciliant. C'est vrai qu'on a du mal avec les gens qui ont un caractère, un ego et tout ça très, très rapidement. En fait, ça marche peut-être chez les créas, parce que c'est ce qu'on leur demande, d'être créatif et tout ça. Mais quand on a des profils comme ça, en prod ou en log, très rapidement, encore une fois, dans une idée de cohésion d'équipe et d'équipe qui travaille sereinement, d'avoir des personnes qui ont des hauts et des bas, c'est très compliqué. Donc, encore une fois, est-ce que moi, mon tempérament est compatible avec le fait d'avoir beaucoup de stress ? Est-ce que je gère bien le stress ? Il y a plein de questions à se poser qui ne sont pas seulement celles d'avoir le réseau ou pas, mais est-ce que moi, personnellement, ça me correspond ? Oui, être capable de composer aussi avec cette question, de se dire, est-ce que au niveau des projets qui vont rentrer, il n'y a pas de certitude. Effectivement, on a rarement des demandes 6 mois à l'avance. Donc, c'est accepter de composer avec cette incertitude de savoir comment on va bosser. Il y a des gens qui supportent pas, en fait, qui travaillent et qui se mettent en free, et puis qui disent non, mais moi je peux pas ne pas savoir ce que je vais faire. J'angoisse à l'idée de pas savoir ce que je fais dans les 6 prochains mois. J'ai besoin de vraiment de planifier, etc., de poser des vacances parce que j'ai une famille. Enfin, ça demande voilà. Faut vraiment pas se lancer en freelance à la légère. Et freelance, c'est pas une fin en soi, vraiment, si je devais conclure quelque part. Non, mais c'est hyper intéressant, effectivement, et c'est bien que les gens se posent les bonnes questions aussi, parce que voilà, l'événementiel est un métier formidable. Être freelance, ça apporte beaucoup de choses, mais c'est aussi voilà, une manière de fonctionner qui est un peu particulière. Alors, pour finir, si j'avais une baguette magique et que je pouvais exaucer un de tes souhaits, ça serait lequel ? Justement, peut-être qu'on se pose sur l'événementiel dans 20 ans, qu'est-ce qu'on veut pour la filière ? Voilà, se fixer un cap et comment on y arrive. Quel événementiel on veut pour dans 10-20 ans, et qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le chemin, encore une fois, pour réussir à bâtir l'événementiel qu'on veut pour, pas nos enfants, mais peut-être, parce qu'en fait, ça crée des vocations chez les enfants aussi. Ouais. Donc, on n'est pas à l'abri que nos enfants veuillent faire la même chose que nous. Comme des boulangers, il n'y a pas de règle. Exactement. Donc, si demain mon fils me disait je veux faire de l'événementiel, qu'est-ce que je voudrais corriger finalement pour que lui vive l'événementiel de la meilleure des façons. Voilà. Donc, toutes les questions forcément d'éco-production, de RSE, toutes ces problématiques-là. Ça en fait partie. Ouais. C'est vraiment, si j'avais une baguette magique, je mettrais tout le monde à fond là-dessus. Et vraiment qu'on commence à vraiment s'y intéresser à 100%, et que pourquoi pas
se projeter à la France, première destination de l'événementiel durable. Ce serait un beau challenge. On est pas trop mal, hein. On est déjà, je crois, qu'un des pays d'Europe où on a le plus de certifiés ISO 20121. Donc, mais c'est pas encore profondément ancré et c'est pas encore un réflexe. Donc, il y a encore du travail. Donc, avis à tous les experts qui nous écoutent. Hein. Il y a encore du boulot. Donc, et on peut réfléchir à ce sujet. Que sera l'événementiel dans 20 ans et qu'est-ce qu'on a envie qu'il devienne? En tout cas, c'est très intéressant comme réflexion. Merci beaucoup, Élise. Merci pour ton retour pour tous ces sujets RH. Vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez désormais appliquer les conseils d'Élise pour créer votre prochaine Dream Team événementielle. Merci de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Life Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.